Pas partir sans que un invité d'honneur de la prison et des frontières du silence. À ses côtés, Deogracias Mouchaïdi, dont l'engagement ne s'est jamais démenti malgré les épreuves. Nous rendons également hommage au journaliste Chouma Hassani et Théoneste qui ont choisi la lumière plutôt que l'ombre, l'information plutôt que la propagande. Leurs primes et leurs caméras sont devenus des armes de conscience. Aux influenceurs et youtubeurs Yvonne Idama Ngiriamugwiza, Lachidi Hakizimana, le musicien, académicien et influenceur Aimable Karasira, et en tas d'autres que le temps ne nous permet pas de nommer, nous disons, votre voix compte, votre audace inspire, votre engagement nous oblige. Ces femmes et ces hommes ne sont pas des héros lointains. Ils sont les éclaireurs d'un avenir possible. Ils nous rappellent que la démocratie ne se décrète pas, elle se conquiert. Que les libertés ne se négocient pas, elles se défendent. Que la vérité ne se tait pas, elle se proclame. En leur nom et au nom de tous les anonymes qui résistent à Rome, nous affirmons aujourd'hui notre solidarité. Nous portons leur combat comme le nôtre et nous nous engageons à faire résonner leur voix là où elle est miséreuse. Que leur courage nous inspire, que leur dignité nous élève et que leur combat devienne le nôtre pour un Rwanda libre, juste et fraternel. Mesdames et messieurs, une question mourante, une question que mes études de droit ont fait naître, mais que la réalité a rendu brûlante. Qu'est-ce que l'état de droit? On m'a enseigné qu'il s'agit simplement de l'application de la loi en vigueur. Une définition technique presque stérilisée. Les penseurs positivistes y voient un cadre sûr, porteur de valeurs sacro-saintes, qui incarne la préservation de l'intégralité physique et morale de la personne humaine. Mais dans la pratique, les exécutants de la règle juridique, à savoir les juges, procureurs, avocats, et tout le personnel de l'ordre judiciaire se retrouvent souvent enfermés dans un juridisme rigide, une fidélité à la lettre qui oublie l'esprit. Et c'est là que surgit la confusion. Même les serviteurs des États prédateurs ou États voyous sont écramés de l'État de droit. Ils proclament qu'ils respectent la loi. Mais quelle loi? Celle qui autorise la détention arbitraire, la censure, la persécution. Celle qui vide la justice de sa substance humaine. Il respecte les lois, oui, mais des lois déshumanisants ou déshumanisées, instrumentalisées, violentes dans l'illégalité même. Alors des questions émergent. Devons-nous nous laisser juger par une justice dévoyée? Une justice torsionnaire qui humilie, qui écrase, qui nie la dignité? Pourquoi devrions-nous trembler devant une illégalité sans légitimité? Y a-t-il d'autres perspectives
Peut-on imaginer une justice qui ne soit pas seulement conforme, mais consciente? Une justice qui ne se contente pas d'appliquer, mais qui répare, élève et protège. Mesdames et messieurs, nous avons évoqué la justice dévoyée, la légalité sans légitimité. Mais permettez-moi maintenant de porter notre regard sur notre réalité, plus insidieuse encore, souvent ignorée, la stratégie des récits historiques manipulés. Car au Rwanda, la justice ne se contente pas de punir et de réécrire l'histoire. Elle transforme les faits en fiction, les voix en menaces, les mémoires en deuil. Les procès de nos compagnons de lutte, ceux qui croupissent dans les géants de la dictature, ne sont pas seulement entachés de bavures judiciaires, ils sont construits sur des narratifs falsifiés, sur des récits de terreur qui servent à justifier l'injustifiable. Le régime sanglant de Paul Kagame ne juge pas selon les faits, mais selon une histoire officielle verrouillée, sacralisée, utilisée comme arme. Une histoire qui exclut, qui diabolise, qui condamne avant même que le procès ne commence. Une histoire qui devient le cours de la justice et qui transforme les victimes en coupables, les résistants en traîtres, les penseurs en criminels. C'est ainsi que la justice devient un théâtre de la peur, où le juge récite le scénario du pouvoir, où l'accusé n'a plus de rôle que celui de l'ennemi à abattre. Et c'est ainsi que les bavures judiciaires ne sont plus des erreurs, mais des actes délibérés, orchestrés, légitimés par le récit dominant. Face à cela, notre devoir est double: dénoncer les procédures iniques, mais aussi démasquer les récits falsifiés. Car la vérité historique était aussi un champ de bataille. Et si nous laissons le mensonge s'installer dans les archives, dans les manuels, dans les veredicts, alors nous laissons l'injustice s'enraciner dans les consciences. Les récits historiques manipulés deviennent des armes de légitimation internationale en justifiant l'exclusion, la violence et les bavures judiciaires contre des groupes ciblés. Et c'est cette dynamique qu'il faut déconstruire en mobilisant la pensée critique et plurielle. Pour faire comprendre cette dynamique, il faut partir d'un constat glaçant. Le récit dominant peut devenir un outil de terreur et revient de légitimation par des politiques d'exclusion et de répression. 3 exemples, ici de contextes différents, illustrent cette logique. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a tenu des propos selon lesquels le droit international ne s'appliquerait pas aux Juifs, car ils sont un peuple élu. Cette déclaration ne nie pas seulement le droit universel, elle érige une exception sacrée, une immunité morale qui permet de justifier des actes autrement condamnables. La doctrine Bush sur Guantanamo Bay a instauré une justice à 2 vitesses, où les prisonniers, souvent musulmans,
étaient inscrits des garanties fondamentales du droit international. Le récit sécuritaire post-11 septembre a permis de redéfinir l'humanité juridique de ces individus, les transformant en ennemis abstraits, en figure du danger. Paul Kagame, dans plusieurs discours, a évoqué la responsabilité collective des Hutus dans le génocide et affirmé que la justice n'est pas les barres, ou ce que je peux appeler en anglais de bullet justice. La justice par les barres pouvait être une réponse légitime. Ce glissement narratif de la responsabilité individuelle à la culpabilité ethnique naturalise la violence et transforme la répression en devoir moral. Dans ces trois cas, le récit historique est manipulé pour créer une exception morale. Il ne s'agit plus de juger des actes, mais de désigner des identités comme intrinsèquement coupables. Et c'est là que la justice devient théâtre de l'exclusion, comme je le disais. Les bavures, les détentions arbitraires, les procès uniques ne sont plus des scandales. Ils deviennent des réponses acceptables, voire nécessaires, aux yeux d'une communauté internationale anesthésiée par le récit dominant. C'est ici que la pensée de Chimamanda Ngozi Adichie nous éclaire puissamment dans son célèbre discours The Danger of a Single Story, ou littéralement traduit en français comme le danger des récits singuliers ou récits exclusifs. Chimamanda montre comment réduire un peuple à une seule histoire, se repriver de sa complexité, de sa dignité et de son humanité. Une seule histoire, si les Hutus, sert du génocide, efface les résistants, les victimes, les penseurs. Une seule histoire, si les Palestiniens, sert du terrorisme, efface les enfants, les poètes, les médecins. Une seule histoire, si les prisonniers de Guantanamo, sert du danger, efface les innocents, les humiliés et les oubliés. C'est dans cette logique que résonne avec force Willy Kabera, jeune activiste rwandais, membre de la SBL Jambo, en comparant le régime du FPR à l'affaire Joseph Fritzl, je pense que je prononce correctement le nom, c'est Joseph Fritzl. Son père autrichien, qui a séquestré et violé sa propre fille pendant 24 ans, tout en menant une vie en apparence respectable. Willy ne cherche pas la provocation, il cherche la vertu, celle qui dérange, celle qui révèle. Car comme Fritzl, le régime de Paul Kagame a construit une façade de responsabilité internationale, faite de conférences, de partenariats, d'événements sportifs. Mais derrière cette vitrine, des familles entières sont brisées, des voix sont étouffées, des récits sont falsifiés. Et c'est là que le parallèle devient éclairant. Le récit officiel du FPR ne sert pas seulement à gouverner, il sert à exclure, à humilier, à criminaliser. Il transforme l'histoire du Rwanda à une narration unique, figée, où les Hutus sont réduits à une culpabilité collective.
où toute contestation devient négationnisme, où toute mémoire alternative devient menace. Ce récit falsifié a des conséquences tragiques. Il ira remiré aux tout vulnérables, non seulement au Rwanda, mais aussi dans la diaspora. Il les prive de leur droit à la mémoire, à la parole, à la dignité. Il justifie les bavures judiciaires, les exclusions politiques, les violences symboliques et physiques. Et pire encore, il convainc la communauté internationale que ces abus sont acceptables, voire nécessaires pour maintenir la paix. C'est exactement ce que Chimamanda Ngozi a appelé le danger d'une seule histoire. Une seule histoire, si les Hutus créent une exception morale, une zone grise où la justice devient une arme et où les abus sont maquillés en devoir. Mais, comme le dit Willy Kawera, les masques doivent tomber. Les jeunes doivent se lever. Les récits doivent se multiplier pour permettre à tous les Rwandais de briser le silence, de parler de leur identité, de leur histoire, de leur douleur. Et c'est de là que commence la vraie libération nationale. Alors oui, nous avons une responsabilité immense, celle de rétablir la pluralité des récits, de démasquer les mythes d'État, de redonner aux familles Hutu, Tutsi leur droit à l'histoire. Car tant que nous n'oblisons pas le monopole narratif, la justice restera une façade et la dignité un privilège réservé. L'avenir du Rwanda dépend de notre capacité à refuser la paix, à refuser la passivité, à refuser l'histoire unique et à construire ensemble une mémoire plurielle, une justice consciente, une liberté partagée. La justice ne peut pas se construire sans une histoire unique. Elle exige la pluralité des récits, la reconnaissance des voix dissidentes, la mémoire des silences. Elle exige que nous interrogions les récits officiels, que nous démasquions les mythes d'État, que nous redonnions aux esprits leur droit à l'histoire. Et c'est là que notre combat prend tout son sens. Et en dénonçant les bavures judiciaires contre nos compagnons de lutte au Rwanda, nous ne dénonçons pas seulement des procédures, nous dénonçons un récit falsifié, une histoire qui justifie l'injustice. Nous refusons que la communauté internationale continue à regarder ailleurs, hypnotisée par une narration qui transforme les bourreaux en bâtisseurs et les résistants en fauteurs de troubles. Notre devoir est de raconter les autres histoires, celles de Victoire, de Deogratias, de Tchouma, de Théoneste, du Von, de Rachid et de Mab, celles des Rwandais qui rêvent d'un pays libre, pluriel, juste. Alors oui, il nous faut penser autrement. Il nous faut refuser la fatalité juridique que l'on veut nous imposer. Car si la loi devient instrument de répression, alors la légitimité se déplace. Elle migre vers la conscience, vers la solidarité, vers le droit des peuples à résister. Mais au-delà des mécanismes, il y a nous. Notre capacité à nous organiser, à documenter, à témoigner, à porter la voix de celles et ceux qu'on veut faire taire. Notre capacité à refuser l'oubli, à refuser l'indifférence, à refuser l'inversion des valeurs qui transforment les justes en coupables et les bourreaux en héros. Aujourd'hui, en rendant hommage à Victoire, à Deogratias, à Tchoum, à Théoneste, à Yvonne, à Rachid, à Imam, à tas d'autres,
nous affirmons que la vérité ne meurt pas en prison. Elle est mûrie. Elle devient sémence. Et nous sommes les semeurs. Alors que cette cérémonie ne soit pas un point final, mais un point de départ. Que nos voix, nos prières, nos caméras, nos marches, nos recours, nos chants, nos silences même deviennent les instruments d'une justice plus haute. Une justice qui ne se contente pas de punir, mais qui répare, qui libère et qui humanise. Pour que demain, au Rwanda comme ailleurs, l'état de droit ne soit plus un masque, mais un visage. Merci beaucoup.